Dans la tapisserie grise, immuable et monotone du centre pénitentiaire de haute sécurité de Clairvaux, Léonard Morel n'était pas un fil, mais une absence de fil, un espace vide que le regard glissait sans jamais s'accrocher. Après 32 ans passés derrière les mêmes murs de béton suintant l'ennui et le désespoir, il avait accompli un exploit de camouflage qu'aucun maître espion ou animal mimétique n'aurait pu égaler. Il était devenu invisible. Pas au sens littéral, bien sûr, mais d'une manière bien plus profonde et efficace. Il était devenu un élément du décor, une partie si intégrante et si banale du paysage humain de la prison que les gardiens, les autres détenus, et même l'administration, ne le voyaient plus. Son nom était un murmure dans les registres poussiéreux, son visage un flou dans la mémoire collective. Il était l'homme qui passait les plateaux au réfectoire sans qu'on le remarque, celui qui balayait les longs couloirs avec la régularité d'un métronome, celui dont le silence en disait si peu qu'il finissait par ne plus rien dire du tout. Cette insignifiance, cultivée avec une patience de moine bouddhiste et une discipline de fer, était son armure, son sanctuaire et la clé de sa survie. Mais depuis quelques mois, un vent nouveau, un souffle numérique, soufflait sur la routine immuable de Clairvaux. L'administration, dans un élan de modernisation vanté comme une révolution, avait décidé de remplacer le vieux système de comptage manuel, avec ses appels bruyants, ses planches à pince et ses erreurs humaines, par un système numérique flambant neuf. Des tablettes, des badges RFID, un serveur central, la promesse d'une efficacité infaillible, d'une prison où chaque âme serait tracée à la seconde près, un panoptique de données. Pour la plupart des détenus, ce n'était qu'un changement de procédure agaçant. Pour Léonard, l'homme que tout le monde avait oublié, c'était la première opportunité intéressante de toute sa vie d'adulte. Car là où d'autres voyaient une forteresse numérique impénétrable, il voyait de nouvelles règles, de nouvelles routines et potentiellement de nouvelles failles. Et dans le murmure des serveurs et le bip des scanners, il commença à discerner une musique, une dissonance subtile dans le ballet parfaitement orchestré du changement de quart. Une faille si minuscule, si improbable, si profondément enfouie dans la logique même du système, qu'elle ne pouvait être vue que par quelqu'un qui avait passé 32 ans à maîtriser l'art de l'invisibilité. Léonard n'allait pas briser ses chaînes, il allait persuader la machine elle-même qu'il n'en avait jamais porté. Pendant 32 ans, Léonard Morel avait perfectionné l'art de l'effacement. Son arrivée à Clairvaux, à l'âge de 22 ans, pour un crime passionnel dont les détails s'étaient érodés dans sa propre mémoire comme une falaise battue par les vagues, fut la dernière fois qu'il attira l'attention. Jeune, frêle et terrifié par la cacophonie de violence et de domination qui constituait l'écosystème de la prison, il comprit avec une lucidité glaciale que sa survie ne résiderait pas dans la force ou l'influence, mais dans un anonymat absolu. Il choisit de devenir un mur. Pas un mur qui résiste au choc, mais un mur qui se fond dans les autres murs, qui en adopte la couleur, la texture et le silence. Ses premières années furent un apprentissage méticuleux et douloureux. Il étudia les flux et les reflux de la vie carcérale comme un naturaliste étudie les marées d'un estuaire dangereux. Il apprit à marcher d'une manière qui n'attirait pas le regard, une démarche ni trop rapide ni trop lente, une cadence qui se synchronisait avec le rythme ambiant. Il apprit à parler d'une voix qui ne portait jamais, des monosyllabes neutres qui ne trahissaient aucune émotion, aucune opinion. Il refusa toute affiliation à un gang, toute amitié trop proche qui pourrait créer des obligations, toute inimitié trop marquée qui pourrait engendrer des conflits. Il était une ombre grise dans une mer de grisaille, un courant neutre dans un océan de tension. Son travail, assigné par l'administration, contribua grandement à sa légende d'homme invisible. Il fut affecté au nettoyage, une tâche jugée ingrate et subalterne par la plupart. Pour Léonard, ce fut une bénédiction. Chaque jour, pendant plus de 11 000 jours, il suivit le même parcours immuable. Les longs couloirs du bloc C avant le lever du soleil, le réfectoire après chaque repas pour effacer les traces du chaos, la bibliothèque en fin de journée pour ranger et dépoussiérer. Il était si constant, si prévisible, que sa présence devint une certitude rassurante pour les gardiens. Sa silhouette voûtée, poussant son chariot de nettoyage grinçant, faisait partie du rythme de la prison, comme le cliquetis des clés sur les ceinturons et le grincement des lourdes portes en acier. Il devint une sorte de fantôme bienveillant, un esprit des lieux que l'on ne saluait plus, que l'on ne regardait plus. Les autres détenus l'ignoraient, le surnommant parfois le spectre ou Léo le balai, mais sans méchanceté, plutôt avec l'indifférence que l'on accorde à un objet familier, une partie du mobilier. Le système de comptage, avant l'arrivée du numérique, était un rituel archaïque et bruyant qui ponctuait la journée. 5 fois par jour, une sirène stridente retentissait, et chaque détenu devait se tenir au barreau de sa cellule ou se figer sur place dans les zones communes. 2 gardiens passaient, l'un criant les noms depuis une liste sur une planche à pince, l'autre marquant les présents d'un trait de crayon. Léonard avait observé ce rituel plus de 58 000 fois. Il en connaissait chaque faiblesse, chaque nuance. Il savait que pendant le changement de quart de 16 heures, la fatigue et la précipitation des gardiens sortants menaient souvent à des erreurs. Il avait vu des noms cochés par habitude, des visages à peine regardés. Il aurait pu, peut-être, exploiter ces failles humaines.
Mais le risque était trop grand, le gain trop incertain. Une absence physique était difficile à dissimuler bien longtemps. Il n'était pas un homme d'action, mais un homme d'observation. Il collectionnait les failles du système comme d'autres collectionnent les timbres, non pas pour les utiliser, mais pour la pure satisfaction intellectuelle de savoir qu'elle existait. Son invisibilité était son chef-d'œuvre, une sculpture de 32 ans. Les nouveaux gardiens apprenaient à ne pas le voir en quelques semaines, imitant le comportement des plus anciens. Les dossiers le concernant étaient minces, sa photo d'identité vieille de 3 décennies, le visage d'un étranger. Il n'avait jamais demandé de parloir depuis 15 ans, n'écrivait ni ne recevait de lettres. Il était un homme sans lien, une île dans un archipel de solitude forcée. Cette existence, qui aurait brisé un autre homme, était devenue pour Léonard une forme de méditation, une longue et patiente attente. Il n'attendait rien de précis, car l'espoir était un luxe qu'il ne pouvait se permettre, un poison qui rendait les murs plus étroits. Il attendait simplement, comme un rocher attend l'érosion du temps. Et puis, après 32 ans d'immobilité, la montagne est venue à lui. L'administration, dans un élan de modernisation budgétaire, a annoncé le passage au système Chrono, la solution numérique qui allait tout changer. Et pour la première fois depuis des décennies, Léonard Morel, l'homme muraille, sentit une fissure apparaître dans le béton de sa résignation, une vibration presque imperceptible qui annonçait un possible tremblement de terre. L'arrivée du système Chrono à Clairvaux fut précédée d'une campagne de communication interne digne du lancement d'un produit révolutionnaire. Des notes de service plastifiées furent affichées dans chaque couloir, vantant les mérites d'une technologie de pointe qui allait révolutionner la sécurité et l'efficacité de l'établissement. Le directeur lui-même organisa une réunion obligatoire pour tout le personnel, présentant le système avec des diapositives PowerPoint comme une avancée infaillible vers la prison du futur, une prison sans erreur humaine. Chrono était basé sur la technologie RFID, Radiofrequency Identification. Chaque détenu se vit attribuer un nouveau badge d'identification, une carte en plastique rigide contenant une puce électronique passive. Des scanners furent installés à des points stratégiques, à côté des portes des cellules, aux entrées des ateliers, du réfectoire, de la bibliothèque, de la cour de promenade. Le comptage ne se ferait plus par appel nominal, mais par un balayage numérique. Les gardiens furent équipés de tablettes tactiles robustes, supposées intuitives, qui leur permettaient de vérifier en temps réel le statut et la localisation de chaque détenu. Le système était conçu pour être redondant et à l'épreuve des fraudes. Chaque badge était lié aux données biométriques du détenu, une empreinte digitale était requise pour l'activation initiale, et toute tentative de clonage ou de brouillage déclencherait une alarme immédiate au centre de contrôle. La phase de transition, censée durer une semaine, se transforma en un chaos organisé qui s'étira sur plus d'un mois. Les détenus, méfiants et réfractaires à ce qu'ils considéraient comme un flicage électronique supplémentaire, traitaient leurs nouveaux badges avec mépris. Certains les perdaient constamment, d'autres tentaient de les saboter en les passant au micro-ondes de la cantine ou en les utilisant comme grattoir. Les gardiens, pour la plupart des hommes d'âge mûr peu habitués à la technologie, peinaient avec les tablettes. Leurs doigts épais et calleux manquaient souvent les petites icônes, les écrans se figeaient, les batteries se déchargeaient à une vitesse alarmante. Les sessions de formation étaient une farce. Le formateur, un jeune homme arrogant de la société Chrono, débitant un jargon technique que personne ne comprenait vraiment. Les gardiens hochaient la tête, signaient la feuille de présence et retournaient à leurs habitudes, n'utilisant que les fonctions les plus basiques du système et pestant contre cette diablerie qui leur compliquait la vie. Léonard, depuis son poste d'observation privilégié, observait ce spectacle avec une fascination silencieuse. Il voyait ce que les ingénieurs du système et l'administration pénitentiaire, dans leur arrogance technologique, ne pouvaient pas voir. Il voyait des puces, des réseaux et des algorithmes. Lui voyait des hommes. Il voyait la fatigue du gardien du bois qui, après 8 heures de service, oubliait de synchroniser sa tablette avec le serveur central, laissant des données obsolètes flotter dans le système. Il voyait la rivalité entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit, qui se blâmaient mutuellement pour les bugs et les erreurs de données qui apparaissaient sur les rapports du matin. Il voyait surtout le moment le plus vulnérable de toute la journée, un moment qu'il connaissait déjà par cœur, le changement de quart de 16 heures. Ce moment, déjà chaotique avec l'ancien système, devenait un balai numérique particulièrement désynchronisé. L'équipe sortante, pressée de rentrer chez elle, effectuait un dernier comptage rapide, scannant les badges avec lassitude. L'équipe entrante, encore en train de prendre ses marques, de recevoir les consignes et de boire son café, en commençait un nouveau. Pendant une fenêtre de 5 à 10 minutes, 2 comptages coexistaient dans le système, 2 réalités parallèles. Léonard passa des semaines à étudier ce phénomène avec une rigueur scientifique. Il se positionnait toujours dans la bibliothèque à cette heure précise, un lieu central qui lui offrait une vue sur la cour et les mouvements des gardiens. Il observait les tablettes. Il remarqua que les données n'étaient pas synchronisées en temps réel. Pour économiser la batterie et la bande passante,
les tablettes envoyaient leurs données au serveur central toutes les 5 minutes, ou lorsqu'un gardien appuyait manuellement sur le bouton synchronisé. Durant la fenêtre de changement de quart, il était donc possible qu'un détenu soit marqué comme présent à la bibliothèque sur la tablette d'un gardien sortant, et que cette information ne soit pas encore parvenue au serveur central au moment où un gardien entrant commençait son propre comptage dans une autre partie de la prison. Pour le système, pendant un bref instant, le détenu n'était ni ici, ni là. Il était dans un vide numérique, un limbo de données. C'était une faille minuscule, une anomalie temporelle de quelques minutes à peine. Pour n'importe qui d'autre, c'était un détail technique insignifiant, un hoquet du système. Pour Léonard, c'était une porte. Il ne savait pas encore comment l'ouvrir, ni où elle menait, mais il savait qu'elle était là. Le système chrono, conçu pour éliminer toute erreur humaine, avait simplement créé une nouvelle catégorie d'erreurs, des erreurs systémiques, invisibles à ceux qui ne regardaient pas avec la patience et l'attention d'un homme qui n'avait rien d'autre à faire de son temps que de regarder. Une fois la fenêtre de vulnérabilité identifiée, Léonard consacra les mois suivants à en disséquer la mécanique avec la patience d'un horloger et la rigueur d'un mathématicien. Il ne s'agissait plus seulement d'observer les gardiens, mais de comprendre la logique interne, la philosophie même du système chrono. Il devint un ethnographe de l'intelligence artificielle carcérale, cherchant à comprendre non pas comment le système fonctionnait, mais comment il pensait. Sa quête de connaissances prit une forme inattendue et risquée. Lors de ses tours de nettoyage dans les bureaux administratifs, il commença à récupérer discrètement les manuels d'utilisation du système chrono que les gardiens, après les avoir feuilletés, laissaient traîner ou jetaient à la poubelle. Ces manuels, épais et remplis de schémas techniques et de diagrammes de flux, devinrent sa lecture du soir. Il les cachait dans le double fond de son chariot de nettoyage et les étudiait dans le secret de sa cellule, à la lueur d'une veilleuse, déchiffrant le langage technocratique avec une concentration intense. Il apprit le jargon, synchronisation par lot, requête asynchrone, résolution de conflits de données, protocole de redondance. La plupart du texte était complexe, mais ce qui l'intéressait était la section sur la gestion des erreurs et des anomalies. C'est là qu'il trouva la confirmation de sa théorie, et bien plus encore. Le manuel expliquait que pour éviter les doublons dans la base de données, par exemple, si 2 gardiens scannaient le même détenu au même endroit à quelques secondes d'intervalle, le serveur central possédait un algorithme de résolution de conflits. Si 2 informations de localisation contradictoires pour un même badge étaient reçues dans un intervalle de temps très court, moins de 5 minutes, la durée du cycle de synchronisation, l'algorithme était programmé pour ne pas déclencher d'alarme, considérant qu'il s'agissait probablement d'une erreur de balayage ou d'un simple déplacement du détenu. Au lieu de cela, il appliquait une règle simple et logique. Il conservait la donnée la plus récente et écrasait la plus ancienne. C'était là, noir sur blanc, la clé de voûte de son plan. S'il parvenait à se faire scanner à un endroit A, par exemple, la bibliothèque, par un gardien de l'équipe sortante à 15h58, puis à un endroit B, très éloigné de A, comme l'atelier, par un gardien de l'équipe entrante à 16h01, voici ce qui se passerait dans le silence des serveurs. La tablette du premier gardien enverrait l'information Léonard Morel, présent à la bibliothèque, lors de sa synchronisation finale vers 16h. La tablette du second gardien enverrait l'information Léonard Morel, présent à l'atelier vers 16h05. Le serveur recevrait ces 2 données contradictoires. L'algorithme de résolution de conflits s'activerait. Il comparerait les horodatages, verrait que l'information de l'atelier est plus récente que celle de la bibliothèque et écraserait la première. Pour le système, à 16h06, Léonard Morel aurait toujours été à l'atelier. Sa brève présence à la bibliothèque n'aurait jamais existé dans le registre final. Il aurait accompli une sorte de téléportation numérique. Mais ce n'était pas suffisant. Pour s'évader, il ne devait pas seulement être à un autre endroit, il devait ne plus être nulle part. C'est en relisant une note de bas de page obscure sur la gestion des libérations et transferts qu'il trouva la pièce manquante, le grain de sable qui pouvait enrayer toute la machine. Le manuel expliquait que lorsqu'un détenu était libéré, son badge était désactivé au poste de garde principal. Le statut du détenu dans le système passait alors à inactif, libéré. Si, par erreur, un gardien scannait le badge d'un détenu déjà marqué comme libéré, par exemple, si le détenu avait oublié de rendre son badge, le système générait une alerte d'erreur de bas niveau pour l'administrateur, mais ne changeait pas le statut. L'idée, d'une audace folle, germa dans son esprit. Et s'il parvenait à être scanné dans une zone de la prison au moment précis où son statut était changé en libéré au poste de garde principal? Le timing devrait être parfait, à la seconde près. Le système recevrait 2 informations contradictoires et quasi simultanées. Léonard est physiquement présent à l'atelier et Léonard est administrativement libéré. Comment l'algorithme allait-il résoudre ce paradoxe? Le manuel ne le disait pas. C'était un cas de figure si improbable, si absurde, que les ingénieurs ne l'avaient probablement pas prévu. Léonard fit le pari que face à une contradiction aussi fondamentale, le système, programmé pour maintenir la cohérence de sa base de données avant tout,
ferait ce que tout bureaucrate ferait face à un dossier insoluble. Il le mettrait de côté. Il pourrait soit effacer complètement son enregistrement pour la journée pour éviter une corruption des données, soit le marquer d'un flag anomalie, vérification manuelle requise. Une vérification qui, il le savait, n'aurait lieu que le lendemain matin, lors de la revue des rapports nocturnes. Dans les deux cas, pendant plusieurs heures cruciales, il deviendrait un fantôme numérique. Un homme qui, selon le système, n'existait plus, ou dont l'existence était une question en suspens. C'était le cœur de sa vulnérabilité. Il n'allait pas casser le système, il n'allait pas le contourner, il allait le pousser à une conclusion logique et absurde, en exploitant une situation que ses créateurs n'avaient jamais imaginée. Il allait utiliser la logique infaillible de la machine pour s'effacer de la réalité. Avec une compréhension théorique parfaite de la faille, Léonard passa à la phase pratique, l'orchestration. Il avait besoin de 3 éléments pour transformer sa théorie en réalité, 3 piliers sur lesquels reposerait son évasion. Un groupe de libération pour se fondre dans la masse et servir de couverture, des vêtements civils pour ne pas être repéré à l'extérieur, et surtout, le plus délicat, un moyen de faire changer son statut en libéré au moment précis de son choix. Le premier élément fut le plus simple. En tant que nettoyeur de la bibliothèque, qui servait aussi de salle d'archives administrative pour les dossiers non sensibles, il avait un accès discret au registre et au planning. Il passa des semaines à étudier les dates de libération prévues pour les prochains mois, cherchant la journée parfaite. Il ne cherchait pas seulement une date, mais un ensemble de conditions. Il lui fallait une journée avec un grand groupe de libérables, plus de 10 personnes, pour un meilleur effet de foule et de confusion, des détenus provenant de différents blocs cellulaires pour minimiser les risques de reconnaissance, et de préférence un vendredi après-midi, un moment où l'attention du personnel était déjà tournée vers le week-end et où la précipitation était maximale. Il trouva la date idéale, le vendredi 17 octobre. 12 détenus devaient être libérés, un groupe hétéroclite de petits délinquants en fin de peine qu'il ne connaissait pas et qui ne le connaissaient pas. C'était parfait. L'acquisition des vêtements civils fut un exercice de patience et de discrétion qui s'étala sur plusieurs mois. Son invisibilité était son meilleur atout. Il commença par la blanchisserie, un lieu de chaos et de négligence où les vêtements des détenus libérés étaient souvent oubliés ou mélangés. Au fil des semaines, il subtilisa des articles un par un, des vêtements que personne ne réclamerait, un jean usé mais propre, un pull sombre sans signe distinctif, une paire de chaussettes dépareillées. Il les cachait dans son chariot de nettoyage, dans des compartiments secrets qu'il avait aménagés en découpant le fond d'une boîte de déterge. Les chaussures furent le plus difficile. Il finit par faire un échange avec un détenu âgé et malade sur le point d'être transféré à l'infirmerie pour ses derniers jours, lui donnant ses propres chaussures de prison réglementaires, presque neuves, en échange de ses vieilles baskets de ville usées. Le détenu, reconnaissant pour ce confort inattendu, ne posa aucune question. Il cacha son butin dans un local technique abandonné derrière la chaufferie, un endroit si sale et si oublié que personne n'y mettait jamais les pieds. Le dernier élément, le plus crucial et le plus dangereux, était la manipulation de son statut dans le système. Il ne pouvait pas le faire lui-même. Il avait besoin d'un complice involontaire au poste de garde principal, là où les libérations étaient traitées informatiquement. Sa cible fut une jeune employée administrative, Claire, une femme timide et surchargée de travail, souvent harcelée par les gardiens et méprisée par ses supérieurs. Léonard l'observa pendant des mois. Il remarqua qu'elle était méticuleuse mais facilement distraite, et qu'elle avait une passion dévorante qui la rendait vulnérable, les chats. Il mit son plan en action avec une subtilité infinie. Il commença par lui laisser, par accident, un vieux magazine sur les animaux trouvé à la bibliothèque, ouvert à la page sur les chats de race. Le lendemain, il lui adressa la parole pour la première fois en des années, s'excusant pour le magazine et mentionnant qu'il avait lui-même un chat siamois quand il était jeune. Une brèche fut ouverte. Au fil des semaines, il tissa une relation de confiance ténue mais réelle. Il lui parlait de chats, lui apportait des articles qu'il trouvait, l'écoutait se plaindre de son travail et de ses chefs. Il devint pour elle une figure paternelle et inoffensive, le seul dans cette prison qui semblait la voir comme une personne. 3 jours avant le 17 octobre, il passa à l'offensive. Il aborda Claire, l'air affolé et conspirateur. Il lui expliqua qu'il y avait une erreur administrative terrible. Il lui montra une fausse lettre, qu'il avait mis des semaines à fabriquer en utilisant du papier et des en-têtes volées, et en imitant les tampons officiels avec une pomme de terre gravée, indiquant qu'un autre détenu, un certain Léon Morel, une variation subtile de son propre nom, aurait dû être sur la liste de libération du 17. Il expliqua que cet homme était analphabète, sans famille, et ne pouvait pas défendre son propre cas. Il supplia Claire de faire la modification discrètement dans le système, pour corriger l'erreur et éviter des problèmes à cet pauvre homme. Il joua sur sa gentillesse, son sentiment d'injustice et son mépris pour la bureaucratie rigide de la prison. Claire, flattée qu'on lui demande de l'aide et désireuse de faire une bonne action qui soit aussi un petit acte de rébellion contre ses supérieurs, hésita puis accepta. Elle promit d'ajouter Léon Morel,
numéro de matricule 734, le sien, qu'elle ne vérifierait pas, à la liste de libération numérique pour le 17 octobre, à 16 heures précises, l'heure officielle des sorties. Toutes les pièces de l'échiquier étaient maintenant en place. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment pour déclarer l'échec et mat. Le vendredi 17 octobre arriva, un jour gris et venteux qui semblait refléter la tension intérieure de Léonard. Pour la première fois en 32 ans, il sentit le poids de l'adrénaline, un poison froid et électrique qui se propageait dans ses veines. Il passa la journée à suivre sa routine habituelle avec une précision robotique, chaque geste étant un effort surhumain pour masquer le chaos qui régnait dans son esprit. Le nettoyage du réfectoire, le balayage des couloirs, chaque action était un pas de plus vers l'instant décisif, une répétition générale avant la première. À 15h30, il se dirigea vers la bibliothèque, son chariot de nettoyage grinçant comme d'habitude. La bibliothèque était presque vide à cette heure-là, la plupart des détenus étant dans la cour ou se préparant pour le comptage du soir. C'était le lieu parfait. Il se positionna près de la sortie, un endroit qui lui offrait une vue sur l'horloge murale et sur le couloir principal. Son plan reposait sur un timing parfait, une chorégraphie silencieuse où chaque seconde comptait. À 15h57, comme prévu, le gardien Brossard, un homme de l'équipe de jour connu pour sa hâte à finir son service et son mépris pour les nouvelles technologies, entra dans la bibliothèque pour son dernier balayage. Il vit Léonard, hocha la tête d'un air las et scanna son badge d'un geste machinal, sans même le regarder. Le petit bip de la tablette confirma que Léonard Morel, numéro 734, était bien présent à la bibliothèque. Brossard ne synchronisa pas sa tablette. Il ne le faisait jamais avant d'être de retour au poste de garde. Le premier jalon était posé. Dès que Brossard eut le dos tourné, Léonard se mit en mouvement. Il abandonna son chariot au milieu de l'allée, un acte si inhabituel qu'il aurait dû alerter n'importe qui, mais personne ne le remarqua. Il marcha, sans courir, à travers le couloir, puis la cour. Il avait exactement 4 minutes. Chaque pas était mesuré. Il ne devait montrer aucune précipitation, aucune anxiété. Il était Léo le balai, une partie du décor. Il devait rester invisible. Son cœur battait à se rompre, un tambour assourdissant dans le silence de sa concentration. Il atteignit la porte de l'atelier de menuiserie à 16h01. L'atelier était de l'autre côté de la prison, le point le plus éloigné de la bibliothèque. C'était essentiel pour créer la contradiction géographique. À l'intérieur, le gardien Ravier, un homme de la nouvelle équipe, jeune, zélé mais un peu perdu, commençait sa tournée. Léonard s'arrangea pour être sur son chemin, l'air légèrement confus, comme s'il s'était trompé de direction. Ravier, voyant un détenu là où il ne devrait pas être, fronça les sourcils et scanna le badge de Léonard par pur réflexe bureaucratique. Bip. Le second jalon était posé. À cet instant précis, deux informations contradictoires coexistaient dans le système non synchronisé. Léonard est à la bibliothèque et Léonard est à l'atelier. Au même moment, à des centaines de mètres de là, au poste de garde principal, Claire, la jeune administrative, tenait sa promesse. À 16 heures précises, elle avait accédé au système de gestion des détenus. Elle avait trouvé le nom de Léon Morel sur sa note manuscrite, et avec quelques clics, se sentant investie d'une mission juste, elle changea son statut de actif à inactif, libéré. La troisième information, le paradoxe ultime, venait d'être injectée dans le système. Léonard était maintenant simultanément à la bibliothèque, à l'atelier et libéré. Il était devenu un fantôme dans la machine, une impossibilité logique, une équation sans solution. Il savait qu'il avait une fenêtre de quelques minutes avant que les tablettes ne se synchronisent et que l'algorithme de résolution de conflits ne traite l'anomalie et ne déclenche potentiellement une alarme de haut niveau. Il ne perdit pas une seconde. Il quitta l'atelier, marmonnant des excuses à Ravier, et se dirigea d'un pas toujours calme vers le local technique derrière la chaufferie. Il enfila rapidement les vêtements civils qu'il avait cachés, mettant ses habits de prisonnier dans un sac poubelle qu'il jeta au fond d'une benne remplie de sueur. Il était prêt. Il se dirigea ensuite vers la salle de traitement des sorties, le cœur au bord des lèvres, se préparant pour le dernier acte de sa pièce. La salle de traitement des sorties était une petite pièce impersonnelle, peinte en jaune administratif, qui sentait la sueur, le tabac froid et l'anxiété. C'était l'antichambre de la liberté, le dernier filtre entre la captivité et le monde extérieur. Les 12 détenus de la liste officielle étaient déjà là, rassemblés en un groupe bruyant et agité. Ils riaient fort, se donnaient des tapes dans le dos, leur visage un mélange d'euphorie, de vantardise et d'appréhension face à l'inconnu. Léonard se glissa parmi eux, un rocher gris et silencieux dans un torrent vibrant. Personne ne lui prêta la moindre attention. Il était juste un autre visage, un de plus dans la foule, probablement un vieux tôlard qui avait fini sa peine. Son invisibilité, son allié de toujours, le protégeait encore, même au seuil de la liberté.
Il se plaça au milieu du groupe, évitant le contact visuel, se faisant le plus petit possible, rentrant la tête dans les épaules de son pull trop grand. Un gardien, un homme corpulent et blasé qui avait vu des milliers de détenus passer par cette pièce, tenait une tablette et appelait les noms un par un, d'une voix monotone. Chaque détenu s'avançait, signait un registre papier d'une main mal assurée, et recevait une petite enveloppe contenant ses effets personnels et un peu d'argent pour le voyage. Le cœur de Léonard menaçait de sortir de sa poitrine. Son nom, ou plutôt sa variation, Léon Morel, était-il vraiment sur la liste que le gardien avait sous les yeux? Le système avait-il déjà détecté l'anomalie et purgé son nom? Chaque nom appelé qui n'était pas le sien était une petite torture, un coup de poignard dans ses nerfs à vif. Dubois. Fernandez. Martin. Le gardien approchait de la fin de la liste. Puis il fronça les sourcils en regardant sa tablette, pinçant les lèvres. Morel. Léon Morel. Sa voix était hésitante, interrogative. Le nom ne lui disait rien. Léonard sentit le regard de plusieurs détenus se tourner vers lui, curieux. C'était maintenant ou jamais. Il s'avança, son visage aussi neutre que possible. « C'est moi », dit-il d'une voix qu'il ne reconnut pas, une voix rauque par manque d'usage. Le gardien le dévisagea, sceptique, puis regarda à nouveau sa tablette. Il tapa quelque chose sur l'écran, rafraîchissant la page. C'était le moment de vérité. Léonard retint sa respiration. Il imaginait déjà les alarmes se déclencher, les gardiens se jetaient sur lui. Mais rien ne se passa. Sur l'écran du gardien, le statut de Léon Morel, numéro 734, était probablement un vide, un nul informatique, ou un message d'erreur cryptique que son esprit fatigué ne prit pas la peine de déchiffrer. La seule chose qui comptait, c'est que son nom était sur la liste des libérations du jour. Le gardien, haussant les épaules avec une indifférence professionnelle, lui tendit le registre. « Signez là !» Léonard signa d'une main tremblante, une signature qu'il avait à peine utilisée depuis 30 ans, le nom d'un homme qui n'existait plus. Il reçut une enveloppe vide, puisqu'il n'avait rien à récupérer. Le gardien lui fit un signe de tête et passa au nom suivant. C'était fait. Il était passé. Il suivit le groupe à travers un dernier couloir, puis une dernière grille. Puis, une lourde porte en acier s'ouvrit, laissant entrer une lumière crue et le bruit assourdissant du monde extérieur. L'un après l'autre, les détenus franchirent le seuil, criant, courant, embrassant le sol. Léonard attendit son tour. Il franchit la porte sans la moindre manifestation d'émotion. Il sentit le vent froid sur son visage, une sensation qu'il avait presque oubliée. Il ne courut pas. Il ne regarda pas en arrière. Il marcha d'un pas régulier, s'éloignant de la prison, se fondant dans le flot des passants anonymes sur le trottoir. Il disparut, non pas dans la nature, mais dans la foule, retournant à l'invisibilité qu'il avait si bien maîtrisée. Ce ne fut que le lendemain matin, lors du comptage de 7 heures, que l'administration de Clairvaux réalisa qu'il manquait un homme, Léonard Morel, numéro 734. Mais en vérifiant le système chrono, ils ne trouvèrent pas un fugitif. Ils trouvèrent un fantôme. Un ensemble de données contradictoires, une anomalie que les techniciens mirent des jours à comprendre. Mais à ce moment-là, Léonard était déjà loin, un homme sans nom dans une ville sans nom, libre.